18 octobre, c'est désormais la date qu'il faut retenir après le 4 octobre. L'audience, le procès donc de Sébastien Germain Adiavon avec 3 autres accusés au sujet donc de cette affaire de drogue de 18 kg de cocaïne s'est tenue ce matin à Porto Novo. Une audience qui n'aura duré en tout et pour tout que 20 minutes. On peut dire le reste a été joué à Cotonou avec notamment cette conférence de presse des avocats de Sébastien Germain Adiavon. Entre autres, il dénonce donc cette proximité entre le ministère public et la Cour. Ce matin, nous allons très rapidement écouter Maître Moustapha Issiaka et Maître Ayodele Aouno. Le ministère public est parti au procès. Donc il devait être au même pied d'égalité que les autres parties. Et qui plus est, il est appelant. C'est parce qu'il a fait appel qu'on est là. Pour nous, la justice nous a donné raison. S'il n'avait pas fait appel, on n'en serait même pas là. Alors, comment se fait-il qu'une partie, quelqu'un qui est partie poursuivante, il ne doit pas avoir de contact avec la Cour? Si la Cour est indépendante, c'est lui qui vient soutenir l'accusation, c'est lui qui vient requérir la peine. La Cour n'est pas obligée de suivre ce que le ministère public demande. Parce que la Cour est indépendante. Donc ce n'est pas normal que, moi, si vous avez fait ce constat, moi je dis que ce n'est pas normal. Par rapport à ce que vous avez relevé, moi j'ai honte de vous entendre le dire devant la presse nationale et internationale. C'est une pathologie de notre système judiciaire. Ça n'a pas de sens. Juridiquement, c'est absolument inadmissible. La Cour est indépendante et c'est la Cour qui juge. Le ministère public est comme une partie au procès. Je voudrais rapidement vous rappeler l'histoire, ce qui a conduit à ce que le ministère public est appelé à se retrouver sur le même palier que la Cour. L'histoire est partie de la France. Il y avait eu un juge, sinon au départ, au commencement, puisque la France, c'est notre mère d'inspiration et tout ce que nous faisons aujourd'hui en matière procédurale a été hérité de la France. Au départ, le ministère public se mettait au même endroit que les avocats. Mais il fut un temps où un juge qui n'entendait pas très bien a bénéficié de la faveur du ministère public qui, pour lui souffler ou pour lui parler, pour qu'il puisse entendre, se déplaçait et allait à ses côtés. Et c'est à partir de cet incident que le ministère public s'est retrouvé par une erreur de disposition à côté de la Cour. Sinon, en principe, le ministère public doit être ou, à l'origine, occupe les mêmes positions que les avocats. Pour vous dire qu'en principe, le ministère public, et c'est d'ailleurs pourquoi le ministère public, dans notre système juridique, comme dans celui de la France, n'intervient pas dans le délibéré. Il n'assiste pas au délibéré. Il ne doit pas savoir ce qui se décide. Ce que vous avez constaté, si vous étiez un huissier, ça aurait pu avoir des conséquences juridiques extrêmes. Parce que le ministère public n'a pas le droit, et il faut que ça s'arrête. Vous l'auriez relevé peut-être aussi, qu'il y a des petits mots qui se passent entre le ministère public et le procureur, et le président de la Cour. Comme si le président de la Cour allait chercher une approbation. Vous savez, nous sommes tous des Béninois. Et la seule chose qui nous protège, c'est la loi. Mais cette Cour nous donne l'impression que nous sommes dans un couloir. Et que tous ceux qui y passent vont directement, pas au jugement, mais à la condamnation. Je vous dis, et ce serait mon mot de fin, si le ministère public continue à se comporter comme ça, il viole non seulement les principes cardinaux qui régissent notre droit de procédure pénale, mais aussi les conventions internationales, mais en plus, il viole la sécurité de nous tous. Ça veut dire que c'est plutôt le ministère public qui est le président de la Cour, ce qui, du point de vue juridique, absolument constitue une aberration. Dans ce débat ce soir, Ulrich Chatino, bonsoir. Bonsoir Virgile Avancé et bonsoir à tous. Bonsoir Nelly Dodino. Bonsoir Virgile Avancé, bonsoir chers auditeurs. Au téléphone, Saturnin Diosso. Nelly Dodino, vous étiez donc un reporter ce matin à Criette. Vous nous avez fait suivre, n'est-ce pas, ce qui s'est passé durant tout le procès. Est-ce qu'il avait vraiment, j'allais dire, cette proximité dénoncée par les avocats de Sébastien Germain Adiavon? Est-ce que vous avez eu ce sentiment? Évidemment, je ne peux qu'avoir ce sentiment-là quand vous aviez suivi les débats. Je vais remonter un peu le temps pour revenir
Pour revenir au procès même, le déroulé du procès, juste à l'entame, à l'ouverture du procès, les avocats, les 10 avocats constitués pour la défense. Oui, béninois et 2 Français. 2 Français, oui, 7 béninois et un Ivoirien, un avocat de la sous-région. Et ils étaient porteurs d'une lettre. Une lettre d'excuse et de demande des inculpés à se faire juger, à être jugés en leur absence, conformément à l'article 428 du Code de procédure pénale. Si vous permettez, je vous dis rapidement. Vous êtes venu sur le plateau avec mon Code de procédure pénale. Comme on dit. L'article 428 dispose, quelle que soit la peine encourue, le prévenu peut, par lettre adressée au président, et qui sera jointe au dossier de la procédure demandée à être jugé en son absence. Il peut se faire représenter par un défenseur et il est alors jugé contradictoirement. Le jugement rendu par le tribunal est réputé contradictoire si le prévenu n'a pas été représenté. L'alinéa 4. Le prévenu qui demande conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article à être jugé en son absence peut joindre à sa demande un mémoire contenant ses moyens de défense. C'est vrai en droit. En matière pénale, c'est la présentation. C'est-à-dire quand vous êtes au pénal, vous êtes obligé d'être présent. Au civil, vous pouvez être représenté. C'est le principe. Mais l'article 428 vient comme pour prendre des exceptions. L'exception à ce principe qui impose la comparution. Vous dites, vous pouvez demander à être représenté et à être jugé en votre absence. Je crois que c'est ce que les prévenus ont fait par le biais de leurs avocats, mais tout de suite, le ministère public qui est parti au procès en réalité, qui a fait appel. Je vais revenir plus tard sur l'appel. Récuse pour dire non, c'est pas possible, il faut qu'il comparaisse sur le principe de l'article 423. L'article 423 tout simplement dit ceci: le président constate l'identité du prévenu et donne connaissance du contenu de l'acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi s'il y a la présence ou l'absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes. Qu'est-ce qu'on veut dire tout simplement? On veut s'assurer que celui qu'on a en face de soi est vraiment la personne inculpée. Ce qu'on a l'habitude de voir devant les tribunaux, c'est quelle est votre identité, votre nom, c'est vous telle personne. C'est juste une vérification. Mais se fondant sur cet article, pour dire ce n'est pas possible, il faudrait la comparution. La comparution, alors même que l'article 428 a été clair. La personne peut demander à être jugée en son absence. Ça a créé quelques situations. Il y a eu suspension de 10 minutes. On est revenu. Les échanges ont eu lieu. Un petit débat entre les avocats et la cour. Malheureusement, on n'a pas donné droit à leur demande. Le dossier a été renvoyé au 18 octobre 2018, c'est-à-dire à quinzaine, pour comparution personnelle des inculpés. Et je viens tout juste vous dire quelque chose. Par rapport à ce que disent donc les avocats dans leur conférence de presse, vous qui avez observé les choses de près, est-ce que dans les gestes, est-ce que dans les comportements, il avait comme cette proximité effectivement entre le ministère public et la Cour? Oui, cette suspension qui est intervenue alors que le ministère public est parti au procès. Cette suspension pour se retirer, discuter et revenir sur la... Mais ça, c'est une pratique. Je ne refuse pas, parce que le ministère, pour voir ses moyens publics, va faire ses réquisitions. Les partis aussi le feront. Mais ne peut pas demander à la Cour de refuser cette demande-là, selon le principe du droit. N'est-ce pas la Cour qui arbitre? Oui, c'est la Cour qui abrite. Mais il y avait eu cette complicité. Bon, c'est vrai, moi, je ne l'ai pas trop perçu, mais moi, je préfère m'attarder sur le droit. Tout le monde peut ne pas avoir la même lecture des choses. Moi, je voudrais juste qu'on s'attarde sur cette exception que la loi accorde à un individu, un inculpé dans un dossier, de se faire juger
en son absence. La loi, l'article 428 l'a dit. Et l'article dans son alinéa 2 dit que les décisions, les décisions qui seront rendues, le verdict ou bien l'arrêt, parce que là c'est une cour, sinon quand on est au premier instance, le jugement qui sera rendu lui sera contradictoire. Le contradictoire, ça veut dire quoi? Nous sommes au pénal, il y a 3 décisions. C'est-à-dire le jugement vous êtes rendu par défaut parce que vous n'êtes pas informé d'un procès. On a rendu une décision vous concernant et on vient du jour au lendemain, vous dites vous êtes condamné, même si ce n'est pas au pénal, ça porte atteinte à vos intérêts. Vous faites opposition à cette décision pour dire mais monsieur le juge, je n'étais pas présent à ce procès. La loi vous offre cette possibilité. Mais non, on dit pas contradictoire parce que vous êtes au procès. Vous avez été témoin. Vous avez donné vos moyens de défense. Donc la décision qui va se rendre sera contradictoire à vous. On va vous l'appliquer. Donc vous n'avez plus cette possibilité de revenir devant le juge. Ce serait pour faire appel. Réputé contradictoire, vous n'êtes pas au procès. Mais vous avez eu vent de ce qu'il y a un procès qui est en cours vous concernant. Vous vous êtes fait représenter ou vous ne vous êtes pas fait représenter. La décision vous sera appliquée. Ce qui veut dire, les inculpés savent que ne pas venir au procès, toute décision qui sera rendue leur sera appliquée. Tout simplement. Et ce principe, sur ce principe-là, le code a été clair. C'est moi, je choisis, je prends le risque de ne pas venir et de me faire juger en mon absence. Et la pratique au Bénin, je vais vous rappeler que le droit est universel. En début d'année, nous avons suivi l'histoire de la Catalogne en Italie. Carles Puigdemont a été accusé. Le procès a eu lieu à Madrid. Quand bien même il n'était pas là. Nous revenons au Bénin. L'affaire tentative d'empoisonnement et de coup d'État. Monsieur Patrice Talon n'était pas au pays. Quand bien même c'est au pénal, il s'est fait représenter par ses avocats. Il y a un jugement qui a été rendu. Un verdict a été donné en son absence. Ce qui veut dire, c'est dans la pratique du droit. Vous avez, si vous ne vous sentez peut-être pas en sécurité, de vous présenter devant une juridiction, quand vous n'êtes pas sûr de ceux peut-être qui vont vous juger, vous pouvez vous faire représenter en prenant le risque de dire je présente mes moyens. Si je n'ai pas d'avocat, je désigne qui va me représenter et la décision qui sera rendue me serait applicable. Donc c'est pour ça que l'un des avocats français disait que lui n'a jamais vu ça, ce que demande donc la Cour, il n'a jamais vu ça nulle part au monde. C'est pour ça que je vous dis, le droit, ce n'est pas les mathématiques, mais je pourrais vous dire que c'est une science exacte. C'est une science internationale, c'est une norme universelle. C'est vrai, chaque pays dans son arsenal juridique essaye de l'adapter peut-être, mais nous avons hérité du droit français. Quoi qu'on dise, nous avons hérité du droit français. Quand vous prenez le code de procédure pénale français, c'est pratiquement les mêmes choses, même si eux, ils ont évolué encore, ils ont encore dépassé l'étape à laquelle nous sommes. C'est pour ça, Maître Ben Simon disait, jamais je l'ai vu avec mes 30 ans de carrière, voire 40 ans de carrière, je n'ai jamais entendu ça. J'ai pu représenter Sébastien Adjavon au niveau de la Cour internationale des droits de l'homme et des peuples, la Cour d'Arusha, et à l'interne, on me dit qu'on ne peut pas le représenter, il faut forcément qu'il soit là. Voilà ce que je peux le ramasser. Nelly Dodien, vous n'étiez pas la seule ce matin à ce procès. Il y avait aussi Saturnin Diossou. Saturnin Diossou, vous êtes en ligne. Non seulement vous étiez à Porte-Nouveau, à la Criette, mais vous étiez également à cette conférence de presse des avocats. Bonsoir. Bonsoir, Virgile Roncet. Bonsoir à toutes et à tous. J'attendais la question. Oh, la question, elle s'est posée d'elle-même. Cette proximité dénoncée par ces avocats de Sébastien Germain Adjavon, vous qui avez observé, vous qui avez été témoin de ce procès, hein, témoin, pas témoin dans l'affaire, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous avez pu observer, vous, votre avis? Nous avons observé ce que tout le monde a observé, parce que
tout à l'heure la conférence de presse donnée par les avocats de Sébastien Germain Azon et des 3 autres prévenus dans ce dossier 18 kg de cocaïne. Des gens qui ont participé au procès, qui ont voulu connaître le lien qui existe entre le ministère public et la Cour elle-même. Et c'est suite à cela que les avocats ont donné la réponse que vous avez entendue, parce que ce matin, oui, Nelly vous l'a rappelé déjà, une audience entamée, suspendue, on a repris. Et pendant la suspension, vous constatez que le ministère public se retirait avec la Cour, avec le président de l'audience, celui qui présidait l'audience et les assesseurs. Et quand on nous dit que le ministère public est parti au procès, c'est comme les plaignants. Je discutais avec quelqu'un tout à l'heure qui me signifiait que c'est comme si le plaignant, pendant une pause, se permettait d'aller croiser les verres avec l'arbitre qui devrait décider à la fin et que c'est une anomalie. Nous ne sommes pas les seuls à le constater, les avocats l'ont remarqué et on dit c'est l'historique. Donc, le ministère public l'a. Je ne suis pas juriste, je vous l'ai dit la dernière fois, je reviens encore là-dessus. Mais question de forme, il y avait des choses que nous observions. Déjà ce matin, quand on a vu cette cour s'installer, Edouard Gagny président, assisté de Batamoussi de Rodolphe Azo comme assesseur. Quand vous les entendez au Bénin, ces derniers temps, si vous ne pouvez pas vous empêcher, et vous dites, encore celui-là, ici, ben oui, Rodolphe Azo fait partie des membres de la CRIET. On a essayé de jeter quand même un coup d'œil sur l'installation des membres de la CRIET, sur le poste qu'occupe chacun au niveau de cette cour. Sauf à de ma part, quand on installait la CRIET au niveau de la deuxième audience, pendant la deuxième audience, quand il fallait installer les membres de la CRIET, c'était le président de la CRIET qui a eu à le faire sur l'acquisition du procureur spécial Gilbert Bonon, qui aujourd'hui se retrouvait en position. Donc c'est déjà ça, le ministère public d'aujourd'hui, c'est le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Et puis, celui qui se retrouve parmi les assesseurs est assesseur, mais suppléant. En position de suppléant, parce qu'à l'installation, c'était Guillaume Lali et Cyprien Kibozo qui étaient installés comme assesseurs et qui ont pour suppléant Edouard Ignace Gagny, qui est président aujourd'hui de cette séance, et Rodolphe Azo, qui se retrouve en position d'assesseur. C'est les interrogations que le QDAM se pose, et pour avoir des réponses, s'adresse à l'homme de droit pour qu'il l'éclaire. C'est pourquoi je disais au départ que je ne suis pas homme de droit. Ils ont fait le débat sur, oui, déjà, la compétence. Sans doute la question à celle qui a un code de procédure pénale sur le plateau. Bonsoir. Alors, non, je lui pose pas la question parce que Nelly à l'écouter, je lui avais déjà proposé une fois de rejoindre le collègue d'avocats déjà qui sont au procès. J'ai l'impression de. Si c'est pas elle, c'est son père. que j'écoutais l'avocat parti au procès. Moi, je ne suis pas parti au procès. J'étais reporter, je suis en position d'observateur. C'est pourquoi je verse cette question, comme on en a versé tout à l'heure aux avocats de Sébastien Germain d'avant, qui ont répondu à cela. Mais pour revenir sur cette sortie des avocats de Sébastien Germain, j'étais un peu frustré dans mon orgueil de Béninois quand j'écoutais les maîtres Ben Simon, parce qu'il y en avait deux, le père et le fils. Je vois parfois en ironie, en disant qu'ils sont au Bénin, ils ont été des 10 surprises déjà désagréables pendant ce court séjour dans notre beau pays, le Bénin. Il y avait comme de l'ironie que je sentais dans le mot, j'étais un peu frustré à mon avis. Je n'ai dans mon orgueil de Béninois. Si les choses ont été faites à la CRIET ce matin, comme cela se doit, je crois que ce n'est plus que des Béninois qui nous observent. Dans la salle à la CRIET ce matin, on n'a pas vu que des journalistes du Bénin. On en a vu qui sont venus de l'extérieur et qui s'entretenaient avec les avocats français, qui leur donnaient des informations, des explications sur ce qui se passait. Et la suspension de l'audience, les propos ont été clairs, on en a joué sur les antennes. Je profite déjà pour dire à nos auditeurs qu'ils peuvent prendre rendez-vous demain sur nos antennes à partir de 10h33. Je crois que comme on est en accord avec le service de programme et la direction, on a déjà décidé de proposer à nos auditeurs l'intégralité des déclarations tenues par les avocats ce soir à la conférence de presse. Ça leur permettra peut-être de comprendre davantage ce qui s'est passé ce matin à la CRIET, relaté par les avocats de Sébastien Germain à Gabon. Parce qu'on peut dire que chacun décide de va miner à sa porte en attendant que
la partie civile de près de la parole pour s'expliquer, pour éclairer les éléments. Alors, vous, donc, Ulrich Akineo, vous étiez bien loin de ce procès, bien loin de Porto-Novo aujourd'hui. Mais quand vous suivez donc la ligne de défense de ces avocats et surtout cette position au cours de cette conférence de presse, vous accusez, eh bien, cette cour qui va vous juger. On a l'impression que les choses sont parties pour ne pas être aussi simple. Vous l'avez dit, vous voyez. Je dois d'abord pousser ce ouf de, je ne sais pas, je dirais pas soulagement, mais pour dire vraiment, nous sommes effectivement dans un pays où les choses, je ne sais depuis quand, mais les choses ont commencé peut-être par changer de couleur. Je ne sais plus finalement quelle est la couleur initiale. Je ne sais plus finalement. Vous étiez né, il avait une autre couleur que vous connaissez? Mais je veux dire ceci. C'est vrai, je n'ai pas mon CPP ici. Je n'étais pas non plus à Porto-Novo. Mais je ne suis pas non plus juriste. Je parlerai donc avec ma tête et mon cœur. Pour dire quoi? Pour dire ce que tout le monde peut-être dit, mais pour peut-être le dire également autrement, à partir donc de ces recoupements. Vous l'avez dit, quand on prend déjà la cour, enfin, la criette elle-même, son siège, le lieu où déjà on a installé cette cour, pose déjà des questions. On se demande Quelles questions? Oui, déjà la proximité géographique des deux. C'est dans l'enceinte du ministère de la Justice. De la Justice. Est-ce que le ministère est toujours là? Quand vous y allez, moi je vois une plaque qui renseigne que c'est le ministère de la Justice et de la Législation. Et quel problème ça vous pose? Moi, je suis personnellement gêné parce que cette cour qui doit donc décider du sort de chaque Béninois se retrouve là où il y a, c'est-à-dire le procureur général est sous le ministre garde des Sceaux. Et puis vous voyez, il y a eu tout un mélange à ce niveau. On n'arrive plus à dissocier les rôles. Cette proximité dénoncée par les avocats, il a longtemps. Il y avait déjà cette anomalie même dans la cour. Tout à fait. Tout à fait. Physique. Dans la forme physique. Nous venons aujourd'hui au débat, ou du moins à ce qui s'est passé à l'audience. Quand on me dit, par exemple, qu'on suspend l'audience et que, bon, la partie civile, un peu comme quoi les juges ou les membres du jury se retrouvent peut-être pour échanger quelques mots avant de revenir, moi je trouve quand même que c'est biaisé, c'est pas possible, ça ne s'entend pas. Moi, je ne peux pas. C'est-à-dire, si j'étais à la place de celui qui était accusé, mais je dis, écoutez, arrêtez le procès parce que déjà la décision est connue. La décision est connue, c'est dire que c'est ce sur quoi vous deux, vous allez vous entendre. C'est ce sur quoi c'est ça ce que vous allez finalement livrer. Encore que la partie civile, effectivement, était venue un peu comme la partie défense. C'était juste pour peut-être étayer pourquoi on a donc interjeté appel, pourquoi ceci, pourquoi cela, les éléments de preuve que nous avons encore désormais sous la main, les présenter pour laisser le temps au juge d'apprécier, pour donc donner donner une décision. Maintenant, on constate finalement que les mêmes se retrouvent finalement partout. Et je me dis peut-être que c'est exprès qu'on n'a pas pris le juge Ajo comme président de jury. Puisqu'il il fait partie des membres. Il ne faut jamais l'oublier. Oh, c'est des gens, c'est dire que la partie civile se retrouve, il y a une partie de la partie civile, si vous permettez, il y a une partie de la partie civile qui se retrouve finalement au sein des membres du jury. Vous ne voyez pas que déjà même, ça pose un problème d'éthique quand on me parle de justice. Et c'est pourquoi justement je dis... En quoi ça pose un problème de juge Azo, puisque vous l'avez nommé, il était partie prenante du procès en première instance? Non. Mais écoutez, vous voyez, vous avez suivi, maître, je crois, c'est Aounou qui, finalement, à cette conférence de presse, s'est dit, écoutez, il faut qu'on rappelle quand même quelques notions de droit
de sciences juridiques à nos collègues. C'est comme si on sortait de... c'est pas, nous ne sommes pas dans ce monde-là. Nous sortons où nous étions peut-être loin de cette planète et puis peut-être on nous jette subitement et nous faisons les choses à notre manière. Ça peut peut-être être notre manière de juger, d'apprécier les choses. Ou un peu comme le disait tout à l'heure Nelly, chaque État est quand même aussi souverain pour adapter, d'accord, les lois à sa façon, ou du moins peut-être selon l'environnement, mais le plus... Universalité. Voilà, adapté à sa réalité. Merci. Donc, je me dis, c'est quand même pas aussi normal, parce que le problème qui s'est posé aujourd'hui au tribunal ou devant cette cour, c'est quoi? On n'a pas reconnu ceux-là que la partie défense a envoyé pour se faire représenter. On dit non, nous ne voulons pas d'eux. C'est simple, c'est ce qui a été dit. Sinon, on allait quand même... Et d'ailleurs, j'ai entendu, ou du moins selon les informations, il paraît que les avocats, non, jusque-là, on n'a même pas ouvert le dossier pour qu'ils aient connaissance de ce qu'on reproche encore, ou du moins les chefs d'accusation, même si le dossier, on doit reprendre le dossier un peu comme l'a justifié le ministre Garde des Sceaux, encore que des gens l'ont répondu un peu comme quoi ils ne devraient pas, d'accord, apprécier la qualité ou du moins apprécier... ou dire les prérogatives de cette cour, comme quoi elle est capable, elle peut donc rendre des décisions en la matière, même si entre-temps il y a une décision qui avait été prise. Je crois que ce n'était pas son rôle, et même avec cette sortie, on comprend aisément que tout a été en fait taillé sur mesure. Vous excusez qu'on utilise ces expressions, oui. Mais finalement... Dans tous les cas, vous n'étiez pas à Porto-Novo. Je n'étais pas à Porto-Novo. Vous n'allez pas parler plus que ceux qui étaient là-bas. Donc, on va donner la parole alors à ceux qui étaient là-bas. On va revenir à vous, Nelly Dodienou. Dites-nous, parlons de la raison d'être même du procès. Est-ce que ça a été abordé, disons, à l'audience ou peut-être dans la cour du tribunal de la Criette? Le procès en lui-même, il y a bien des juristes qui soutiennent que cela n'aurait pas dû être, puisque l'État n'aurait pas interjeté appel et que les documents existent pour prouver cela, et donc tout devait s'arrêter même. Oui, moi je cherche toujours, je continue de fouiller pour connaître, pour savoir par quelle alchimie on revient encore sur ce dossier. Et ça, ce procès, ce nouveau procès vient violer le principe universel du droit qui dit qu'une personne ne peut pas être jugée 2 fois pour les mêmes faits dans la même procédure, dans le même état. C'est un principe universel du droit. Vous êtes condamné, on vous rend justice, on rend verdict dans un dossier. Soit vous n'êtes pas d'accord, une partie n'est pas d'accord, elle interjecte appel dans un délai raisonnable. Et quand on parle d'appel, je reviens toujours à mon code, l'article 510 du Code de procédure pénale, qui dispose « La faculté d'appel appartient au prévenu, à la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement, à la partie civile quant à ses intérêts civils, à l'assureur, au procureur de la République, aux administrateurs publics dans les cas où celle-ci exerce l'action publique, ou, en dernière position, le procureur général près de la cour. » Qu'est-ce que vous y comprendre? Juste pour dire, c'est vrai, la faculté de faire appel est reconnue au prévenu, également au procureur. Mais c'est dans un délai. L'article 511 dit tout simplement que, sauf en cas, les cas prévus par l'article 518, l'appel est interjeté dans un délai de 15 jours, à compter du prononcé du jugement contradictoire. Nous sommes à combien de l'année de 2016? Et les avocats ont apporté la preuve que le procureur, en son temps, n'avait pas fait appel, n'avait pas interjeté appel. Mais moi, je ne m'explique pas encore l'alchimie par laquelle on s'est retrouvé. Si le procureur a interjeté appel, il devrait avoir aussi un document pour le signifier. Bien sûr. Donc, il doit avoir un document. Bien sûr, parce que, vous savez, le droit est tellement bien rédigé, c'est une science exacte. On dit que, je vais prendre
rapidement un article, le 521, qui dit le greffier avise je crois, hein, bon, les articles suivants, pour dire quand le procureur saisit le greffe, à nouveau, fait la même procédure, mais au niveau du greffe de la cour d'appel. Si c'est le procureur, en première instance, le procureur de la République saisit le greffe de la cour d'appel. Donc, il y aura un acte qui prouve que effectivement le procureur a saisi le greffe de la cour d'appel. Si on n'a pas pu tracer cette procédure au niveau de la cour d'appel, c'est qu'il n'y en a pas eu. Et s'il y avait eu appel, c'est que les autres parties concernées par le dossier, on devrait leur notifier ça. Pour dire que le procureur a saisi la cour d'appel, nous reprenons le dossier au niveau de la cour d'appel. C'est vrai, la cour d'appel n'est pas juge des faits. Il voit si les juges en première instance ont rendu les décisions conformément aux lois, ont respecté les procédures. Si ce n'est pas le cas... Et la cour d'appel ici, c'est désormais la criette. Non. Il ne faut pas mélanger. La criette, c'est une juridiction exceptionnelle. Est-ce que la criette reprend tout à zéro? La loi qui crée la... Est-ce qu'elle reprend tout à zéro ou elle va se comporter comme une cour d'appel en de pareilles circonstances? Puisqu'il y a déjà une première phase, la première instance. Oui, malheureusement, c'est ça, je n'arrive pas à m'expliquer. C'est-à-dire, dans mon... je sais pas, dans mes explications, dans mes recherches, je n'arrive pas à trouver le lien. Une décision qui se rend en première instance peut aller... À quoi on va assister maintenant? Document contre document, il va chercher, il va falloir aller vérifier l'authenticité des deux documents, c'est ça? Je ne sais pas. Vous savez, tout le monde, j'ai vu sur le visage de beaucoup aujourd'hui, ceux qui ont déjà eu 40 ans de métier d'avocat, on a vu au moins des dizaines d'avocats, même si ce n'est pas ceux qui ont été commis, ceux qui se sont constitués pour ce cas. Je dis, mais vous réinventez le droit là. Ce sont les notions basiques du droit. Je vous dis, moi, c'est vrai, on me dit c'est une juridiction exceptionnelle. Donc, mais ce n'est pas une juridiction qui peut exercer en vase clos, qui peut exercer en dehors des normes que nous-mêmes nous sommes fixés. Et soit on crée la juridiction, on dit désormais les faits. D'abord, même moi je dis la loi agit pour l'avenir. Oui, la loi agit pour l'avenir. Et je n'ai pas lu dans la loi qui crée la criette qu'elle rétroagit. Non, je n'ai pas lu ça. Peut-être je vais fouiller, peut-être je me trompe. Pour dire qu'elle rétroagit. La loi dit qu'une fois la criette installée, toutes les affaires, tous les dossiers dans les tribunaux ordinaires dont la criette peut connaître, eh bien, ces dossiers peuvent être appelés par la criette et connus d'elle. Peut connaître les dossiers. Nous sommes au présent. Est-ce que c'est dit que les dossiers que les tribunaux avaient connus? Jouons sur les mots. Les dossiers non vidés. Est-ce que le dossier a été vidé? Oui ou non? On va poser la question à Saturnin Diossou. Saturnin, si eh bien, ce procès a eu lieu, on peut dire que eh bien, la Cour a déjà tranché cette question et que l'authenticité au nom de documents, eh bien, la Cour a dit, ben oui, le procès peut avoir lieu. On donne foi, n'est-ce pas, aux documents du ministère public, non? Je me saurais le dire. Le « on » que vous mettez en indéfini, qui l'a jugé? Parce que pour que les avocats puissent plaider, prouver que la criette ne peut pas reprendre ce dossier parce qu'elle n'est pas ou qu'elle ne serait pas compétente de connaître un dossier déjà bouclé en première instance. Les avocats en conférence de presse sont revenus là-dessus et je crois que j'ai entendu maître Marc Ben-Simon dire que après la partie qui était opposée à l'une des parties, Sébastien Germain-Lavon et autres, cette partie a dépêché un huissier de justice au tribunal de première instance de première classe de Cotonou et qui devrait avoir
appel, il y a déjà un premier délai qui est donné, un délai de 15 jours pour qu'on fasse appel. Il n'y a pas eu appel pendant ce délai de 15 jours. Une autre possibilité, c'est qu'un autre appel soit interjeté dans un délai de 2 mois, mais cette fois-ci, l'appel doit être, pour être recevable, interjeté par le procureur général, sauf erreur de ma part. Le procureur général n'a pas interjeté appel au niveau du tribunal de première instance. C'est le procureur général. Et cette phase, ça également, ça n'a pas eu lieu. C'est ce que vous voulez dire? Ça n'a pas eu lieu parce que les avocats ont expliqué que, je crois, le 4 janvier 2017 était le dernier délai pour que les 2 mois-là soient bouclés. Et qu'ils ont attendu pas le 4 janvier, sauf de ma part, ils ont attendu le 11 janvier, c'est-à-dire encore presque quelques jours une semaine après, avant de dépêcher un monsieur de justice au greffe de la cour d'appel pour aller constater s'il y a eu appel et que le huissier de justice a pris acte de tout ce qui a été dit, a vérifié le document sur lequel, ou dans lequel les appels sont consignés et qu'il n'y avait aucune trace d'appel interjeté jusqu'à cette là. C'est pourquoi les avocats disaient qu'en parler, c'est comme déjà aller dans le fond, mais qu'ils ont une preuve, on leur a délivré un certificat de appel, je crois qu'ils ont en leur disposition. Alors qu'aujourd'hui, quand on leur dit qu'il y a eu appel par le passé, ils sont prêts à le contester. Il faut aller dans le fond, mais pour qu'on aille jusque là, il fallait dire que l'audience soit ouverte et que le collège d'avocats constitué ait droit à la parole. Mais ce matin, ce n'était pas le cas, malgré la lettre envoyée par les accusés qui autorise la Cour de les juger en leur absence. C'est déjà ça, en premier niveau, que les gens y ont relevé et qu'ils appellent, je dirais, surprise dans notre agréable pays le Bénin. L'autre inquiétude que des journalistes qui ont assisté à cette conférence de presse ont eu, certains l'ont demandé, est-ce que, vu que la criette reprend ce dossier entre-temps bouclé par le tribunal de première instance de Cotonou, on pouvait voir une manière pour de chercher à remettre en cause ou à agir sur le procès qui a été ouvert à Arusha. Parce que c'est clair, c'est dit là-bas que quand un dossier n'est pas vidé au plan national, on ne saurait l'aborder là-bas. Les avocats l'ont dit aussi que ça peut être un objectif visé, mais que dans tous les cas, ils attendent les voix et qu'ils attendent même pendant le mois de septembre, ils ont eu à être interpellés par la Cour pour certaines confirmations qu'ils ont eu à donner. Et tout espère le tout prochain jour la décision. La Cour d'Arusha va-t-elle suspendre ce qu'elle est en train de faire parce qu'au Bénin, la criette a repris un dossier conduit déjà bouclé. Je crois que tout ça, les prochains jours, nous le dirons, parce qu'ici, c'est comme un désado entre les collègues d'avocats de Sébastien Javon et les 3 autres, et cette Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme qui pense qu'elle est dans le droit. Les avocats n'ont pas manqué d'opiner aussi sur la dernière sortie du garde des Sceaux, sur la compétence de la criette de connaître de ce dossier. Ils ont précisé que les questions de compétence d'une cour s'apprécient par la cour. C'est la cour elle-même qui se dit, bon, est-ce que le dossier pour lequel on me saisit, est-ce que je suis compétent pour connaître ce dossier? La cour qui l'apprécie. Mais avant même que la cour se prononce, le ministre garde des Sceaux qui avait pris la parole déjà et qui a dit, oui, la criette est compétente. Et lui-même l'a déjà rappelé pendant sa sortie, le ministre garde des Sceaux, que la différence entre le tribunal de droit commun que nous avons et cette cour spéciale, c'est quoi? C'est qu'au niveau du tribunal, il y a une hiérarchie. Il peut arriver quelque part où on ne retrouve pas comme autorité de tutelle d'office le ministre de la Justice, mais qu'au niveau de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, l'autorité de tutelle tout de suite, dès que la criette est placée sous le ministre de la Justice. C'est l'autorité de tutelle de cette criette. Le ministre de la Justice qui est l'autorité de tutelle de cette criette. Vous l'avez dit, que cette cour soit déjà logée dans les locaux de l'autorité de tutelle avec une composition que vous connaissez pour connaître des affaires que vous connaissez. C'est pour qu'on ne peut pas empêcher le débat de faire ces commentaires qu'on est en train de faire, que ce soit sur la FM ou sur d'autres chaînes béninoises comme à l'international. Pour vous qui m'avez posé la question la dernière fois, demandez-moi combien de chaînes béninoises étaient dans la salle spéciale à la conférence de presse, comme à la Cour de répression des infractions économiques et de terrorisme. Et je vous dirais que cela pourrait se compter du bout des doigts et que les plus attendus, peut-être, parce qu'organes de service public et autres, on en a connu presque ça.
Nelly Dodjine, oui, vous avez envie de parler. Oui, c'est pour appuyer hein, les propos de Sertuine Djossou qui parlent d'appel. Je vous ai dit tout à l'heure, le délai d'appel pour le procureur, c'est de 15 jours. Et le procureur général, c'est-à-dire au niveau de la cour d'appel, forme son appel au greffe dans un délai de 2 mois. 2 mois, à compter du jour du jugement. Et l'alinéa 2 dit tout simplement que le procureur général notifie immédiatement son appel au prévenu, à la personne civilement responsable de l'infraction. Ce qui voudra dire tout simplement, s'il y avait eu appel, c'est que on devrait le faire savoir aux accusés. Tout simplement. Et si pendant 2 ans, en dehors des 2 mois d'appel, et qu'on est allé même prendre le document de non-appel, ce qui voudra tout simplement dire qu'il n'y a pas eu appel. Et moi, je continue de chercher à comprendre par quel mécanisme, après avoir épuisé les 2 délais d'appel, c'est-à-dire les 15 jours pour le procureur de la République, les 2 mois pour le procureur général, qu'on en vienne, après 2 ans, rouvrir le même dossier pour les mêmes faits, et cette fois-ci pour une cour spéciale qu'on a créée et qui juge en premier et en dernier ressort. Ce qui voudra dire tout simplement que la décision qui sortira de cette cour ne fera plus d'objet d'appel. Elle vous sera appliquée. Vous aurez beau faire la mine, vous aurez beau crier, il n'y a personne pour reprendre votre procès. Ulrich Ateno, je ne sais pas si vous vous en sortez quand vous avez écouté ces 2 témoins au procès, quand vous avez écouté surtout la juriste. Vous avez l'impression que le droit bégaye, qu'on réécrit le droit, finalement, on s'en sort pas. Non, je tiens d'abord à préciser ou à dire que le ministre de la Justice, ministre garde des Sceaux, Séverin Quenome, a dit que le procureur a interjeté appel, le procureur a fait appel, ou il a demandé, ou peut-être qu'il a déposé son appel au mauvais endroit, ou au mauvais endroit, je ne sais pas. Mais il a dit que le dossier n'était pas totalement bouclé ou vidé. L'autre chose qu'il faut également, parce que vous l'avez, Nelly l'a également dit tout à l'heure, c'est les dispositifs ou sinon les lois ou les articles qui fondent ou qui créent donc la criette. Il faut donc parcourir ces dispositions pour voir si, parce que il paraît que le procureur avec cette nouvelle loi est en mesure de faire appel, même à de vieux dossiers, il peut revenir, ou le délai que vous citez tout à l'heure, là, le délai n'a plus sa raison d'être, ou n'existe plus. Voilà. Donc, aujourd'hui, il faut actualiser, je ne sais pas si votre CPP a été actualisé, il faut actualiser les choses pour donc être dans cette logique-là. Bon, maintenant, quand je prends, par exemple, ce procès, bon, dites-moi, qui était procureur général à l'époque des faits, ou en octobre, ou en... Le procureur général. 4 novembre. Oui, le 4 novembre. Le procureur général, je crois que c'était l'ancien Baratouché, je crois. Mais quelle importance... Non. Je veux faire le lien comme quoi, c'est-à-dire, lorsque vous regardez très bien sur le parcours, vous retrouvez pratiquement les mêmes personnes. Les mêmes personnes. Ceux qui étaient au début, ceux qui avaient perdu le combat entre-temps, ce sont les mêmes qui reviennent aujourd'hui, se taillent une part de lion pour se faire justice. Mais je l'ai lu c'est vrai, lui aussi, il citait quelqu'un. Je vais parler du magistrat Michel Adiaka qui disait que lorsque vous avez perdu un combat et que vous revenez, vous faites juste pour vous donner raison que c'est peine perdue. Ça, il parlait plutôt de la Cour constitutionnelle. Bon, je suis d'accord, mais nous le contextualisons. Nous sommes dans un autre contexte. Il faut ramener les faits pour constater simplement que les mêmes qui avaient perdu peut-être par le passé ou n'avaient peut-être pas, ils avaient envie d'aller, parce que lorsque vous faites appel, c'est que vous n'êtes pas satisfait. C'est simple, vous n'êtes pas satisfait. Donc c'est dire que celui qui a fait appel n'était pas satisfait. Et qui était celui-là? Mais moi je retrouve finalement que notre justice est vraiment mise à l'épreuve. Notre justice, parce que lorsque vous regardez les choses qui ont fait tout à la béninoise,
je me dis c'est un peu dangereux pour nous citoyens parce que on a envie peut-être de dire quelque chose et on veut le dire, quoi que vous fassiez on va le dire. On a dit dans ce pays qu'on ne peut pas, quand une session est en cours, le député est intouchable et tant que vous n'avez pas levé son immunité, vous ne pouvez rien. Mais on a vu des députés qui sont partis en prison. On a vu des députés qui, même dans leur zone de... on a vu tout ce qui s'est passé. Ou des députés, c'est-à-dire c'est parole contre parole. On prend les propos de l'officier et qu'on oppose à celui du député ou de cela et on trouve que l'officier a raison et que c'est l'autre qu'il faut envoyer en prison. Donc, je crois que nous commençons, et ce progressivement, à aller là où il ne faut pas. Et je demanderais, c'est vrai, le procès est actuellement reporté, mais je dis, il faut que nous fassions tout pour que le droit demeure, le droit existe, et que nous sauvegardions. Parce que ceux-là qui sont venus, je prends par exemple ces Français qui sont venus, quelle publicité ils iront faire pour nous? Pourquoi vous voulez expliquer votre conclusion? Je crois qu'on pourrait s'arrêter à ça. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Edgar Yankadia était à la technique. Nelly Dodinou au tribunal et ici. Santiré Yossou, pareil, et mieux, il était à la conférence de presse. Ulrich Chatineau, il n'a été nulle part aujourd'hui. C'est vraiment dans ce studio. C'était un plaisir. Merci à chacun, merci à tous d'avoir été là. Rendez-vous demain à 18h.